Breaking news right now. A judge says there is probable cause to hold the Trump administration in contempt. This is in regards to the case of deporting Venezuelan migrants, despite that judge's order in his court to turn the plane around. CNN chief legal correspondent Paula Reed joins me now. Paula, what exactly is the judge saying? Un événement récent sur la scène politique et institutionnelle américaine a retenu l'attention des autorités publiques, des médias et des analystes spécialisés. Non pas parce qu'il représente une issue définitive, mais parce qu'il rassemble des éléments qui touchent directement au fonctionnement des mécanismes constitutionnels du pays, selon les informations disponibles dans les registres publics, les déclarations officielles et les décisions formelles. Il s'agit d'une série d'épisodes impliquant simultanément le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif, chacun agissant dans le cadre de ses attributions formelles, mais dans un contexte marqué par des tensions politiques, des interprétations divergentes et des débats sur les limites institutionnelles. L'intérêt public autour de ce sujet ne découle pas seulement des noms ou des fonctions impliquées, mais aussi de la nature des procédures engagées et des implications possibles pour les relations entre les pouvoirs. Selon les faits rapportés, la Chambre des représentants a lancé ou relancé des discussions formelles sur les mécanismes de responsabilité politique prévus par la Constitution, tandis que les tribunaux fédéraux ont commencé à examiner de manière plus directe les allégations de non-respect des ordonnances judiciaires par les organes de l'exécutif. Ces deux mouvements, bien que distincts par leur nature et leur finalité, ont commencé à être débattus conjointement par l'opinion publique et les experts, précisément parce qu'ils se sont produits à un intervalle de temps proche et qu'ils soulèvent des questions d'autorité, de légalité et de respect des normes institutionnelles. Il est important de souligner que, selon la structure constitutionnelle des États-Unis, ces processus ne sont pas automatiques et ne convergent pas nécessairement vers le même résultat, mais coexistent en tant qu'instruments indépendants de contrôle et de surveillance. Dans le domaine législatif, les discussions portent sur la prérogative de la Chambre de formuler des accusations politiques contre un président, une procédure historiquement connue sous le nom d'impeachment. Ce mécanisme, tel qu'établi par la Constitution, n'équivaut pas à une condamnation pénale et n'implique pas en soi la destitution immédiate du président. Il s'agit d'une étape initiale d'un processus plus large qui, s'il aboutit, transfère au Sénat la responsabilité de juger les accusations et de décider d'une éventuelle destitution. Le débat actuel porte non seulement sur le contenu spécifique des accusations présentées, mais aussi sur le moment politique où elles surviennent, les fondements juridiques invoqués et les chances réelles de procédure au sein d'un Congrès marqué par des divisions partisanes bien définies. Parallèlement, dans le domaine judiciaire, des décisions récentes de juges fédéraux ont relancé les discussions sur le respect des ordonnances judiciaires par l'administration fédérale. Selon des documents judiciaires et des ordonnances rendues publiques, certains magistrats ont estimé que certaines actions de l'exécutif n'avaient pas pleinement respecté les injonctions préalablement établies. Dans les systèmes constitutionnels tels que celui des États-Unis, le respect des ordonnances judiciaires est considéré comme un pilier de l'état de droit, et l'instrument du contempt of court existe précisément pour garantir que les décisions judiciaires ne soient pas traitées comme facultatives. Néanmoins, l'application de cet instrument, en particulier lorsqu'il implique des autorités de haut rang, suscite généralement des débats complexes et prudents au sein même du pouvoir judiciaire. Les analystes du système politique américain ont souligné que la simultanéité de ces débats ne doit pas être interprétée automatiquement comme un effondrement institutionnel, mais comme un moment de tension au sein de structures conçues pour gérer les conflits entre les pouvoirs. Le système de frein et contrepoids suppose, par définition, des frictions, des différends d'interprétation et, dans certains cas, des affrontements institutionnels réglés par des procédures formelles. Le point central du débat actuel consiste à évaluer
Si les instruments mis en œuvre sont utilisés dans leurs limites traditionnelles ou s'il existe des signes d'une extension de leur utilisation en réponse à un environnement politique plus polarisé. Un autre aspect largement débattu concerne le rôle du langage institutionnel utilisé dans les documents officiels. Les termes employés dans les résolutions législatives ou les décisions judiciaires ont des significations techniques spécifiques et des effets juridiques distincts de ceux qui leur sont attribués dans le débat public ou dans la couverture médiatique. C'est pourquoi les experts ont attiré l'attention sur la nécessité de faire la distinction entre les accusations politiques, les conclusions juridiques préliminaires et les décisions définitives. Bon nombre des documents actuellement en circulation représentent les premières étapes de procédure qui peuvent être modifiées, contestées ou même interrompues pour des raisons procédurales ou politiques. D'un point de vue historique, les épisodes de tension entre les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires ne sont pas inédits aux États-Unis. La littérature universitaire souligne souvent que les moments de forte polarisation partisane ont tendance à accroître le recours aux instruments institutionnels de contrôle, tout en réduisant les espaces de négociation informels entre les pouvoirs. En ce sens, le contexte actuel est comparé avec prudence à d'autres périodes où les disputes sur l'autorité présidentielle, les limites du Congrès et le rôle des tribunaux ont occupé le centre du débat national, même si chaque épisode possède ses propres caractéristiques et ne permet pas d'établir des parallèles directs. Il existe également des discussions pertinentes sur l'impact de ce scénario, sur le fonctionnement quotidien de l'administration publique. Lorsque les processus législatifs et judiciaires avancent simultanément, les organismes fédéraux, les agences de régulation et les départements exécutifs ont tendance à fonctionner sous un contrôle accru, ce qui peut influencer les décisions administratives, les délais et les stratégies institutionnelles. Selon les analyses des experts en gouvernance, ce type d'environnement peut entraîner à la fois une plus grande prudence dans la prise de décision et des conflits internes sur l'interprétation des ordres et des orientations juridiques, sans que cela implique nécessairement un arrêt complet des activités du gouvernement. Un autre point souvent soulevé dans le débat public est la différence entre la responsabilité politique et la responsabilité juridique. La destitution, en tant qu'instrument législatif, vise à évaluer les comportements du point de vue de la confiance publique et de l'adéquation au poste, tandis que les procédures judiciaires se concentrent sur le respect de la légalité et des normes spécifiques. Bien que ces voies puissent, dans certains contextes, dialoguer ou s'influencer indirectement, elles restent formellement séparées. Les analystes avertissent que confondre ces sphères peut conduire à des interprétations imprécises sur la portée réelle de chaque procédure. En ce qui concerne la réaction des partis politiques, les déclarations publiques indiquent des positions largement alignées sur les orientations respectives des partis, même si elles présentent des variations internes. Alors que certains secteurs du parti d'opposition défendent la nécessité de faire progresser les mécanismes de contrôle, afin de réaffirmer les limites constitutionnelles, les alliés de l'exécutif ont tendance à qualifier ces mouvements d'excessifs ou de motivés par des considérations politiques. Ce type de réaction n'est pas inhabituel dans les processus de cette nature et influence généralement tant la perception du public que le rythme des délibérations institutionnelles. Le débat a également atteint la communauté juridique, où des professeurs de droit constitutionnel, d'anciens magistrats et des avocats spécialisés analysent les fondements juridiques invoqués dans des décisions récentes et des résolutions législatives. Une partie de ces analyses souligne l'importance de respecter les précédents, la doctrine consolidée et les pratiques historiques, tandis qu'une autre partie souligne la nécessité d'adapter les interprétations au nouveau contexte politique et administratif. Cette diversité d'interprétations renforce l'idée que le sujet reste ouvert et susceptible d'évoluer. Du point de vue de la communication publique, la large couverture médiatique du sujet a contribué à la multiplication des récits, certains plus prudents, d'autres plus simplifiés.
Les experts en médias et en politique soulignent que la complexité des procédures institutionnelles est souvent réduite dans les formats de communication rapide, ce qui peut créer une confusion sur ce qui est effectivement décidé et ce qui est encore en cours de discussion. C'est pourquoi la recherche d'une contextualisation et d'une explication détaillée est devenue centrale pour ceux qui suivent le sujet avec un intérêt informatif. Il existe également des implications potentielles pour l'environnement électoral, bien que les analystes soulignent que tout effet dépendra de l'évolution des processus et de la perception des électeurs au fil du temps. Les processus institutionnels en cours peuvent influencer les débats de campagne, les discours des partis et les stratégies politiques, mais ils ne déterminent pas automatiquement les résultats électoraux. L'expérience historique montre que l'impact politique d'événements de cette nature varie en fonction de facteurs économiques, sociaux et communicationnels plus larges. Compte tenu de cet ensemble d'éléments, on observe un scénario caractérisé moins par des conclusions définitives que par des processus en cours. Les instances concernées continuent de fonctionner selon leur rite formel, soumises à des recours, des négociations et des révisions. Le débat public, quant à lui, reflète à la fois des préoccupations légitimes concernant la préservation des normes institutionnelles et des disputes narratives typiques d'un environnement politique concurrentiel. Pour comprendre ce moment, il faut prêter attention aux détails procéduraux, aux limites de chaque pouvoir et aux différences entre les faits confirmés, les interprétations contestées et les projections encore incertaines, éléments qui continueront à façonner la discussion dans les périodes à venir. Le développement du débat institutionnel observé aux États-Unis ces dernières semaines a commencé à être suivi de manière plus systématique par les organismes publics, les spécialistes du droit constitutionnel et les analystes de la gouvernance, précisément parce qu'il implique l'activation simultanée de mécanismes formels qui, bien que prévus par la Constitution, avancent rarement en parallèle. Selon les registres publics et les analyses juridiques publiées, l'accent n'est plus uniquement mis sur le contenu spécifique de décisions isolées, mais inclut désormais la manière dont ces décisions dialoguent entre elles, dans le cadre institutionnel plus large. Ce déplacement du débat, de l'événement ponctuel vers l'architecture du système, explique en partie pourquoi le sujet continue d'être discuté, même en l'absence de définition concluante ou de résultats finaux établis. Dans le domaine du pouvoir judiciaire, des décisions récentes liées à l'exécution des ordonnances fédérales ont remis en avant le rôle de l'institution du Contempt of Court comme outil de garantie de l'autorité judiciaire. Selon la jurisprudence américaine, cet instrument existe pour garantir l'efficacité pratique des ordonnances judiciaires, quelle que soit la position hiérarchique du destinataire. Il existe des distinctions importantes, largement débattues par les juristes, entre l'outrage civil et l'outrage criminel, le premier visant à forcer l'exécution d'une ordonnance et le second à punir la violation comme une infraction à l'autorité du tribunal. Le débat actuel se concentre sur la manière dont ces concepts s'appliquent lorsque les ordonnances concernent des politiques publiques mises en œuvre par des agences fédérales sous la direction de l'exécutif. Les spécialistes du droit administratif ont observé que la mise en œuvre des politiques fédérales implique souvent des chaînes de commandement complexes, dans lesquelles les décisions prises au niveau présidentiel sont mises en œuvre par des secrétaires, des directeurs d'agences et des fonctionnaires de carrière. Cette structure soulève des questions pertinentes sur la responsabilité directe et indirecte en cas de non-respect judiciaire. Selon certaines interprétations, les tribunaux ont tendance à infliger des sanctions dans un premier temps à des organes ou à des autorités exécutives spécifiques avant d'examiner les implications plus larges pour les dirigeants de l'exécutif. D'autres interprétations suggèrent toutefois que dans certaines circonstances, l'autorité suprême peut être appelée à répondre, en particulier s'il existe des preuves d'une orientation directe vers le non-respect d'une ordonnance. Parallèlement, au Congrès, le traitement des résolutions relatives à la destitution a été examiné sous l'angle des procédures internes de la Chambre des représentants. Conformément aux règles parlementaires,
Les résolutions classées comme prioritaires sont examinées en priorité et peuvent donner lieu à des débats et à des votes dans des délais relativement courts, même si leur adoption dépend d'une majorité simple. Les analystes législatifs soulignent toutefois que l'existence d'une résolution ne garantit pas automatiquement son vote immédiat, car la direction de la Chambre dispose encore d'instruments réglementaires pour organiser l'ordre du jour et négocier les délais, en particulier dans un contexte de forte division partisane. Le débat institutionnel porte également sur la nature des accusations formulées dans les documents législatifs. Dans les procédures de destitution antérieures, tant aux États-Unis que dans d'autres systèmes présidentiels, la rédaction des articles reflète généralement non seulement des allégations factuelles, mais aussi des interprétations politiques sur des comportements jugés incompatibles avec la fonction. Cela signifie que le langage utilisé peut avoir un poids significatif, même si son efficacité juridique dépend de l'adhésion des parlementaires. Et, par la suite, de l'évaluation du Sénat. Les experts soulignent que la destitution ne fonctionne pas selon les mêmes normes probatoires que le droit pénal, ce qui génère souvent une confusion dans le débat public sur ce qui est prouvé ou non. Un autre élément central de la discussion concerne la relation entre ces procédures et le principe de la séparation des pouvoirs. La Constitution des États-Unis a été conçue pour permettre à chaque pouvoir de limiter les excès des autres, mais aussi pour éviter les concentrations abruptes de pouvoir. Lorsque les pouvoirs législatifs et judiciaires activent simultanément des mécanismes de contrôle, le débat surgit pour savoir si le système fonctionne comme prévu, ou s'il est soumis à un degré de tension qui nécessite des ajustements interprétatifs. Il n'y a pas de consensus entre les experts sur cette question, et de nombreuses analyses soulignent que le système constitutionnel lui-même prévoit la possibilité de conflits prolongés avant qu'un nouvel équilibre ne soit atteint. L'action du ministère de la Justice a également fait l'objet d'une attention particulière dans ce contexte. En tant qu'organe de l'exécutif chargé de représenter le gouvernement dans les litiges judiciaires, le ministère se trouve dans une position délicate lorsque les décisions judiciaires concernent directement les politiques présidentielles. Selon les analyses institutionnelles, il existe des limites claires à l'action du ministère dans les cas de contempt civil, car ce type de mesure peut être imposé directement par les tribunaux sans qu'il soit nécessaire que l'exécutif intervienne. Cette caractéristique renforce l'indépendance du pouvoir judiciaire, mais élargit également le débat sur la manière dont les conflits de cette nature doivent être gérés, afin d'éviter des escalades institutionnelles inutiles. Sur le plan politique, les observateurs soulignent que la répercussion de ces processus est influencée par un climat de polarisation qui s'intensifiait déjà avant les événements récents. Dans de tels contextes, les procédures institutionnelles ont tendance à être interprétées par différents publics, à travers le prisme des partis, ce qui peut amplifier les perceptions de légitimité ou d'illégitimité en fonction de la position politique de l'observateur. Des sondages d'opinion réalisés précédemment indiquent que les évaluations de la destitution et des décisions judiciaires varient souvent davantage en fonction de l'alignement partisan que de l'analyse détaillée des fondements juridiques présentés. Il existe également des débats importants sur l'impact international de ces discussions. Les analystes en politique étrangère observent que les alliés et partenaires des États-Unis suivent de près les conflits institutionnels internes, en particulier lorsqu'ils impliquent le chef de l'exécutif. Bien que ces processus soient considérés comme des questions internes, ils peuvent influencer la perception de la stabilité institutionnelle et de la prévisibilité de la politique étrangère américaine. Néanmoins, les experts soulignent que le fait même que ces conflits se produisent dans le cadre constitutionnel peut être interprété comme un signe du bon fonctionnement des institutions et non nécessairement comme une fragilité systémique. Dans le milieu universitaire, cette période a donné lieu à une production intense d'analyses, d'articles et de débats publics dans les universités et les centres de recherche. Bon nombre de ces études cherchent à comparer la situation actuelle avec des précédents historiques, tels que les processus impliquant d'anciens présidents
tout en reconnaissant des différences significatives dans le contexte politique, technologique et médiatique. Un point récurrent dans ces analyses est l'observation que l'environnement de communication contemporain tend à accélérer les cycles de réaction, ce qui peut pousser les institutions à réagir plus rapidement que par le passé, sans que cela implique un changement dans les rites formels. Un autre aspect souvent mentionné est la distinction entre crise politique et crise constitutionnelle. Alors que la première fait référence à des conflits intenses entre acteurs politiques, la seconde implique une remise en cause directe de la validité ou de l'applicabilité des normes fondamentales du système. De nombreux analystes soutiennent que, malgré la rhétorique accentuée dans certains secteurs du débat public, les mécanismes en place restent ancrés dans la Constitution et les lois en vigueur, ce qui suggérerait un scénario de conflit politique élevé, mais toujours contenu dans les règles institutionnelles. D'autres, cependant, avertissent que la répétition des affrontements peut, à long terme, éroder les normes informelles de coopération, qui soutiennent également le système. Dans le fonctionnement quotidien des tribunaux, les juges fédéraux ont cherché à motiver leurs décisions de manière détaillée, conscients que leurs décisions seront analysées, non seulement par les parties concernées, mais aussi par les instances supérieures et l'opinion publique. La rédaction minutieuse des décisions, avec des références à des précédents et l'explication des fondements juridiques, a été présentée comme une stratégie visant à renforcer la légitimité des ordonnances rendues, en particulier dans des contextes politiquement sensibles. Cette prudence institutionnelle contribue à ce que les éventuels recours et révisions se déroulent dans le respect de paramètres techniques clairs. Du côté du Congrès, les parlementaires impliqués dans les discussions sur la destitution ont souligné dans des registres officiels la nécessité de suivre les procédures formelles et de respecter les délais réglementaires. Même parmi les partisans de l'avancement des résolutions, il est reconnu que les procédures accélérées peuvent susciter des questions supplémentaires sur la légitimité. C'est pourquoi une partie du débat se concentre sur l'équilibre entre la perception de l'urgence politique et le strict respect des règles législatives. Un dilemme récurrent en période de forte tension institutionnelle. Les discussions portent également sur le rôle de la Cour suprême, même si, jusqu'à présent, celle-ci n'est pas directement impliquée dans toutes les controverses mentionnées. Les analystes juridiques estiment qu'il est possible qu'à un moment donné, des questions liées aux limites du content, à la portée des ordonnances judiciaires ou aux procédures de destitution, soient portées devant la Cour, par le biais de recours ou de litiges constitutionnels. Il souligne toutefois que la Cour suprême cherche traditionnellement à n'intervenir que lorsque les questions juridiques sont clairement délimitées, évitant ainsi d'anticiper des conflits qui peuvent encore être résolus par des instances inférieures. Ou dans le domaine politique. En résumé, le scénario qui se dessine dans la phase intermédiaire de ce processus est marqué par une superposition de débats, une prudence institutionnelle et l'absence de décision définitive. Chaque pouvoir continue de fonctionner selon ses compétences, même s'il fait l'objet d'un examen public et politique intense. Le suivi de ces mouvements exige une attention constante aux distinctions entre les actes formels et les interprétations, entre les décisions provisoires et les conclusions définitives, et entre les responsabilités individuelles et institutionnelles. Il s'agit d'un moment où le fonctionnement du système constitutionnel américain est mis à l'épreuve dans sa capacité à absorber des conflits complexes, sans rompre ses propres fondements, un processus qui reste en cours et sujet à de multiples développements. Au stade actuel de cette discussion, l'analyse, produite par les chercheurs et les observateurs institutionnels, s'est éloignée de la description fragmentée d'actes spécifiques, pour se concentrer sur les orientations possibles qui peuvent émerger de l'interaction continue entre le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Les évaluations réalisées dans le domaine du droit constitutionnel et des sciences politiques indiquent que les scénarios de ce type sont difficilement résolus par un événement unique ou clairement concluant. Le plus souvent, ils se développent de manière progressive,
par le biais de décisions intermédiaires, de réponses institutionnelles graduelles et d'ajustements procéduraux successifs. Cette caractéristique contribue à une perception publique d'incertitude prolongée, même si, d'un point de vue institutionnel, les processus sont menés dans le cadre de références connues et historiquement consolidées. Dans le contexte du Congrès, la continuité ou l'avancement des initiatives liées à la destitution ne dépend pas uniquement de la présentation formelle de propositions ou de résolutions. Les archives du fonctionnement législatif montrent que le traitement effectif nécessite une articulation entre les commissions, une coordination entre les dirigeants des partis et une compatibilité avec le calendrier parlementaire, en particulier pendant les périodes où d'autres questions importantes se disputent la priorité. Les analystes du processus législatif observent que même lorsqu'il existe des instruments réglementaires capables d'accélérer certaines étapes, la dynamique politique interne impose souvent des négociations qui peuvent retarder les décisions ou modifier le parcours initialement prévu. Ainsi, le débat sur la destitution peut se prolonger pendant un intervalle considérable, sans nécessairement aboutir à des délibérations immédiates ou à une issue clairement définie. Parallèlement, le pouvoir judiciaire continue de fonctionner selon ses propres rythmes et critères techniques. Les procédures liées à l'exécution des ordonnances judiciaires progressent par le biais d'audiences, de déclarations formelles des parties concernées et de décisions successives, chacune d'entre elles pouvant faire l'objet d'un recours ou d'une révision. Les juristes soulignent que, dans des contextes politiquement sensibles, les tribunaux ont tendance à adopter une approche progressive, observant les réponses de l'exécutif avant d'imposer des mesures plus strictes. Cette attitude vise à préserver l'autorité judiciaire et à réduire le risque d'escalades abruptes, susceptibles de générer des résistances institutionnelles ou des remises en question supplémentaires quant à la légitimité. Un aspect récurrent de ce débat concerne la distinction entre responsabilité institutionnelle et responsabilité individuelle. Même lorsque les tribunaux identifient des violations de décisions judiciaires, l'application initiale des sanctions peut incomber à des organes, des départements ou des gestionnaires spécifiques et non directement à la figure présidentielle. Cette pratique reflète à la fois des fondements juridiques et une prudence institutionnelle, car l'attribution d'une responsabilité personnelle au chef de l'exécutif implique des débats complexes sur les précédents, les limites constitutionnelles et l'interprétation des normes en vigueur. Les contours de cette responsabilisation restent ouverts et continuent de faire l'objet d'une analyse approfondie dans le milieu universitaire. Sur le plan politique plus large, des réflexions sont menées sur la manière dont cet ensemble d'événements peut influencer la perception publique des institutions. Les chercheurs qui étudient l'opinion publique indiquent que les périodes de You don't hand matches ont tendance to à an renforcer la arsonist, méfiance déjà and you don't give power to an angry left wing. pouvant stimuler un intérêt accru pour les questions constitutionnelles et juridiques. Néanmoins, des études antérieures suggèrent que la compréhension détaillée de ces processus reste généralement limitée à des segments spécifiques de la société, ce qui renforce l'importance d'analyses contextualisées pour éviter des interprétations simplifiées ou déformées de la réalité institutionnelle. La relation entre ces conflits institutionnels et le cycle électoral a également été observée avec prudence. Bien que les processus en cours puissent influencer les discours de campagne et les stratégies des partis, les analystes soulignent que les effets sur le comportement de l'électorat sont difficiles à anticiper et dépendent de multiples variables. Les questions économiques, sociales et internationales exercent souvent une influence significative sur les choix électoraux, pouvant atténuer ou amplifier l'impact de controverses institutionnelles spécifiques. Dans le domaine de la gouvernance fédérale, les observateurs soulignent que les périodes de surveillance plus intenses ont tendance à entraîner des changements dans le comportement administratif, même si ceux-ci sont temporaires. Les agences et les départements adoptent généralement des positions plus prudentes, renforçant les procédures internes de conformité et multipliant les consultations juridiques. Ces ajustements peuvent être interprétés
soit comme un signe de renforcement des mécanismes de contrôle, soit comme la preuve d'un environnement opérationnel, plus défensif et plus lent, sans qu'il y ait de consensus clair sur laquelle de ces interprétations prévaudra à long terme. Il existe également des implications possibles pour le développement du droit constitutionnel et administratif. Les décisions judiciaires rendues dans des contextes très médiatisés ont tendance à faire l'objet de débats approfondis dans les milieux universitaires et peuvent influencer la construction d'interprétations et de précédents, même lorsqu'elles ne donnent pas lieu à des décisions définitives des instances supérieures. De même, les débats législatifs autour de la destitution contribuent à la formulation d'interprétations sur les normes de conduite présidentielle, même si ces interprétations restent contestées et susceptibles d'être révisées à l'avenir. Les spécialistes de l'histoire politique des États-Unis soulignent que de nombreux conflits institutionnels ne révèlent leur pleine signification que lorsqu'ils sont analysés rétrospectivement à la lumière de leur développement au fil du temps. Des processus qui, au moment où ils se produisent, semblent fragmentés ou inconclusifs, peuvent, par la suite, avoir des impacts plus clairs sur les pratiques institutionnelles et les attentes normatives. C'est pourquoi il convient d'être prudent avant de qualifier le scénario actuel de définitif ou d'exceptionnel, sans tenir compte de la capacité historique des institutions à absorber les tensions et à s'adapter à de nouveaux contextes. Un autre point souvent mentionné concerne le rôle des normes informelles qui sous-tendent le fonctionnement du système politique. Outre les règles formellement établies, les pratiques d'autolimitation, de coopération et de respect mutuel entre les pouvoirs jouent un rôle important dans la stabilité institutionnelle. Les analystes observent que l'affaiblissement de ces normes non écrites peut générer des conflits plus fréquents et plus intenses, même lorsque les structures formelles restent préservées. Le débat contemporain inclut des questions sur la mesure dans laquelle ces normes sont mises à rude épreuve ou redéfinies. Sur la scène internationale, les gouvernements et les organisations suivent ces événements avec attention, notamment en raison de leurs effets possibles sur la prévisibilité des décisions américaines. Néanmoins, les diplomates et les analystes de politique étrangère ont tendance à séparer les conflits institutionnels internes des engagements internationaux formels, reconnaissant que la politique étrangère des États-Unis conserve généralement un degré important de continuité, même en période de conflits internes intenses. Cette distinction contribue à modérer les interprétations plus larges de l'instabilité systémique. En ce qui concerne la communication institutionnelle, tant le Congrès que le pouvoir judiciaire ont cherché à consigner leurs actions de manière formelle et détaillée, conscients que ces registres feront partie de l'archive historique de la période. La production de procès-verbaux, de décisions motivées et de rapports détaillés fournit une base empirique solide pour les analyses futures, réduisant ainsi la dépendance à l'égard des reconstructions fondées exclusivement sur les récits médiatiques. Au vu de cet ensemble d'éléments, on observe un processus encore en cours, marqué par de multiples niveaux d'analyse et par des interactions complexes entre les institutions. Selon la plupart des évaluations spécialisées, il n'existe pas de fondement suffisant pour indiquer une issue unique ou inévitable. Au contraire, le scénario laisse entrevoir une phase d'ajustement progressif, de négociation continue et de décision progressive, dans laquelle le système constitutionnel des États-Unis continue d'être mis à l'épreuve dans sa capacité à gérer des conflits importants sans renoncer à ses principes fondamentaux. Pour comprendre ce moment, il faut un suivi constant, une distinction rigoureuse entre les faits confirmés et les interprétations controversées et la reconnaissance que les effets les plus significatifs ne peuvent se manifester qu'au fil du temps, à mesure que les processus institutionnels avancent ou se réorganisent.